intestinale. Ce syndrome est dû à une atteinte du tube digestif moyen et distal pour lequel on ne retrouve aucun substratum organique. Ça veut dire que c'est quelque chose de purement fonctionnel. Il n'y a aucune altération organique, métabolique ou biochimique qui soit spécifique à ce syndrome de l'intestin irritable. Donc, ce syndrome de l'intestin irritable, il a été appelé par le passé colopathie fonctionnelle, côlon irritable. Nos patients l'appellent le côlon nerveux. Et en fait, c'est un syndrome qui fait partie des troubles fonctionnels intestinaux, donc au même titre que la constipation fonctionnelle, que la diarrhée fonctionnelle ou le ballonnement abdominal. Et ces troubles fonctionnels intestinaux font partie de ce qu'on appelait avant les troubles fonctionnels digestifs, mais aujourd'hui, on les appelle plutôt les troubles de l'interaction intestin-cerveau. Et donc, ça comporte plusieurs troubles, les troubles fonctionnels œsophagiens, gastro-duodénaux et anorectaux, et bien sûr, les TFI, les troubles fonctionnels intestinaux. Alors, vous avez dû le constater dans vos consultations, c'est quelque chose, c'est un motif de consultation extrêmement fréquent. C'est une pathologie qui est très fréquente, sa prévalence est élevée, elle est comprise entre 4 et 13% dans la population générale. Les pays les plus touchés semblent être les États-Unis, l'Égypte et puis l'Amérique du Sud. On retrouve une prévalence féminine et il y a des études qui ont été faites ici, chez nous en Algérie. La première étude, c'est l'étude du professeur Bouskine, qui a été faite en 2011. C'était une étude en population générale qui avait permis de montrer que la prévalence de cette maladie était de 5,8%, ce qui est quand même énorme. Le professeur Tahar Boucht a fait une autre étude, mais celle-ci, c'était dans une population particulière, c'était celle des étudiants en médecine, et ça avait permis de montrer qu'un étudiant en médecine sur 5 est atteint du syndrome de l'intestin irritable. Ce qu'il faut quand même bien garder à l'esprit, c'est que l'ensemble de ces patients ne vont pas consulter chez le médecin. Peut-être parce qu'ils ont des troubles passagers ou parce qu'ils ont des symptômes modérés. 25% seulement d'entre eux vont consulter chez le médecin et la majorité de ces patients, ils vont venir chez vous, chez le médecin généraliste. 2,5% seulement vont consulter chez nous les spécialistes et en général, les malades qui consultent chez nous les gastroentérologues, ce seront des patients qui auront une altération de la qualité de vie importante, ils auront des troubles psychiques importants et tout ça, bien sûr, va occasionner des coûts directs et indirects considérables, que ce soit pour les médicaments, que ce soit pour les explorations ou que ce soit également pour l'absentéisme et donc les arrêts de travail. Par rapport à nous spécialistes, les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable et qui vont venir chez vous, médecin généraliste, eh bien, ils auront une évolution de leur maladie qui sera plus courte, ils vont avoir des douleurs moins sévères, ils auront moins d'impact sur leur qualité de vie, moins de somatisation, moins de comorbidité, et c'est justement là tout le rôle du médecin généraliste. Parce qu'il faut savoir que la qualité de la prise en charge initiale va conditionner l'évolution de la maladie. Donc, plus tôt vous prendrez en charge les patients, mieux vous les prendrez en charge et meilleure sera leur évolution. Alors, on va faire quelque chose de très pratique. Donc, on va commencer par un cas clinique. C'est Madame Semera, elle est âgée de 39 ans. Elle est célibataire, avocate. Elle vient vous voir parce qu'elle présente des douleurs abdominales récurrentes depuis 8 mois, associées à un ballonnement et une alternance de diarrhée-constipation qui altère beaucoup sa qualité de vie. La patiente, elle rapporte des douleurs au niveau de la fosse iliaque droite. Ces douleurs n'ont pas d'horaire particulier. Elles sont aussi bien diurnes que nocturnes et elles surviennent 2 à 3 fois par semaine, soulagées par la défécation. Lorsqu'on l'interroge, elle n'a pas d'antécédent particulier. Elle n'a pas de sang dans les selles, elle n'a pas maigri, elle n'a pas de fièvre, mais elle avoue qu'elle est extrêmement stressée de par sa profession. Et elle dit aussi que ses symptômes sont aggravés par certains repas. Alors, l'examen physique est tout à fait normal, ou l'examen abdominal, le toucher rectal aussi est sans particularité. Comme elle était très inquiète, elle a rapporté un bilan biologique avec une numération formule sanguine, un bilan rénal, hépatique, une CRP, une TSH qui sont tout à fait normaux. Alors, selon vous, à ce stade de l'observation,
Est-ce qu'on a assez d'éléments pour retenir le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable chez cette patiente? Réponse A, oui, car elle présente tous les critères de ROM4. Réponse B, non, le diagnostic de S2I est un diagnostic d'élimination. Réponse C, non, il faut d'abord rechercher les signes d'alarme. Alors là, j'aimerais bien que l'on puisse voter, s'il vous plaît, rapidement, A, B ou C. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est interactif. Alors, on me dit B, 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 A, B, 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 B. D'accord. Donc, une majorité de B. Alors, la réponse juste, c'était la réponse C. Alors, c'est vrai que pendant de nombreuses années, le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable était un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord avoir éliminé les autres pathologies pour pouvoir retenir ce qui était fonctionnel et donc un syndrome de l'intestin irritable. Il faut savoir que maintenant, le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable est un diagnostic qui est positif et qui est basé sur des critères cliniques. Ces critères ont été définis par des experts qui se sont réunis à Rome. C'est pour ça que ce consensus, il porte le nom de ROM4. Il a été publié en 2016 et en principe, cette année, en 2026, il y aura un autre consensus qui sera le ROM5. Peut-être que ça va changer, mais pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que pour parler de syndrome de l'intestin irritable, il faut une douleur abdominale répétée associée à au moins deux des critères suivants. La douleur abdominale, c'est le critère majeur, c'est-à-dire que si le patient n'a pas de douleur abdominale, ce n'est pas un syndrome de l'intestin irritable. Donc, il faut une douleur abdominale associée à soit un lien avec la défécation, une modification de la fréquence ou de la consistance des selles. Donc, il faut deux de ces trois critères pour parler de syndrome de l'intestin irritable. À ces signes cliniques, il faut un critère de temps. Il faut que ces symptômes surviennent au moins un jour par semaine au cours des 3 derniers mois et que la symptomatologie, elle a commencé au moins depuis 6 mois. Le syndrome de l'intestin irritable est subdivisé en sous-types et ceci en fonction de l'aspect des selles. Donc, on parlera d'un syndrome de l'intestin irritable dans sa forme constipée lorsque le patient présente un type 1 ou 2 de selles selon l'échelle de Bristol. Ça sera un syndrome de l'intestin irritable à type de diarrhée lorsqu'il a un type 6 ou 7 de l'échelle de Bristol. Et on dira que c'est un syndrome de l'intestin irritable mixte lorsqu'il y a une alternance diarrhée-constipation. Et puis, dans certains cas, on dira que c'est un S2I non précisé parce qu'en fait, il ne rentre dans aucune de ces catégories. Lorsque on suspecte un syndrome de l'intestin irritable, il faut absolument rechercher les signes d'alarme. Ces signes d'alarme doivent nous orienter vers une pathologie organique. C'est quoi? C'est l'âge de plus de 50 ans, la présence de sang dans les selles, la présence de symptômes nocturnes. Les symptômes de l'intestin irritable sont des symptômes qui sont diurnes. La douleur ne réveille pas le patient la nuit. Ces symptômes doivent être… un autre symptôme d'alarme, c'est les symptômes récents ou d'aggravation récente, la présence de fièvre, d'amaigrissement non intentionnel, d'anomalies de l'examen physique, une prise récente de médicaments, les antécédents familiaux de cancer colorectal, de maladies inflammatoires chroniques intestinales ou de maladies cœliaques et la présence d'une anémie ferriprine. Si vous avez l'un de ces symptômes d'alarme, eh bien, il faut envisager un autre diagnostic, particulièrement toutes les atteintes organiques du tube digestif, donc que ce soit tumoral, inflammatoire ou autre. Donc, on revient à notre patiente. Si on regarde l'observation, elle est jeune, elle a moins de 50 ans, elle a des douleurs abdominales récurrentes depuis 8 mois, elle a une alternance de diarrhée-constipation qui surviennent 2 à 3 fois par semaine, qui sont soulagées par la défécation. On n'a pas d'antécédent de cancer, de Mickey ou de maladie cœliaque. Il n'y a pas de sang dans les selles, ni d'amaigrissement, ni de fièvre. Le problème, c'est qu'elle présente des symptômes nocturnes. Et donc ça, c'est un symptôme d'alarme. Et c'est ce qui nous a motivés à faire une exploration endoscopique chez cette patiente, nous permettant de retrouver
un processus bourgeonnant au niveau du côlon droit. Donc, le message qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une symptomatologie évocatrice de syndrome de l'intestin irritable, attention, il faut faire un examen, un interrogatoire minutieux, donc rechercher tous les antécédents, les facteurs déclenchants, les habitudes alimentaires, la prise médicamenteuse, faire un examen clinique complet, faire un toucher rectal et rechercher les signes d'alarme. Si ces signes d'alarme sont présents, il faudra explorer le patient en fonction de ces signes d'alarme. Si ils sont absents, on est en droit d'évoquer le syndrome de l'intestin irritable. Alors, deuxième cas clinique, c'est Madame Essia, elle a 34 ans, elle est enseignante, mariée, 3 enfants vivants bien portants. Elle n'a pas d'antécédents notables. Elle consulte pour des douleurs abdominales évoluant depuis plus d'1 an. Ces douleurs, elles sont diffuses, à type de crampes, survenant 2 à 3 fois par semaine. Souvent soulagée par l'émission de selles, elle décrit un ralentissement du transit avec 2 selles par semaine en moyenne qui sont dures et fragmentées. Les symptômes évoluent par poussée. Elles sont souvent majorées en période de stress professionnel, aggravées par la prise de certains aliments. Elle ne rapporte ni fièvre, ni amaigrissement, ni rectorragie, ni signes nocturnes et l'examen physique est totalement normal. Alors, question, chez cette patiente sans signe d'alarme, quelles explorations demandez-vous? Là, vous pouvez demander plusieurs explorations. Alors, réponse A, coloscopie totale. Réponse B, numération formule sanguine. Réponse C, CRP. Réponse D, TSH. Réponse E, calprotectine. Alors, je vous demande de répondre, s'il vous plaît. Alors. Alors, on me dit C, B, C, D. B, C, D. BD, TSH, FNS. OK. Donc, avant de répondre, voici la réponse juste, c'était la réponse B, C et D. Donc, il faut bien garder à l'esprit un certain nombre de choses, c'est que le syndrome de l'intestin irritable, il n'est associé à aucune anomalie biochimique, sérologique, radiologique ou endoscopique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire tous les examens complémentaires que vous voulez, ils seront tout à fait normaux. Et donc, il ne faudra envisager une exploration, que si on suspecte une affection organique, donc si on a des signes d'alarme. Il ne faut surtout pas tomber dans l'engrenage des explorations répétées qui peuvent aboutir à des traitements qui ne sont pas anodins. Je vous cite un exemple, le patient qui a des douleurs abdominales de type colique, mais on va se dire, tiens, je vais lui faire quand même une écho pour voir. On lui fait une écho et on retrouve une lithiase vésiculaire, alors que le patient n'a pas de colique hépatique. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le malade, après, va demander à être opéré de sa lithiase vésiculaire. D'ailleurs, on a remarqué que les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ils avaient 3 fois plus de cholécystectomie, 2 fois plus d'appendicectomie, 2 fois plus d'hystérectomie. Donc attention, ne demandez les explorations complémentaires que si vous suspectez quelque chose d'organique. Il faut bien garder à l'esprit aussi autre chose, c'est que les patients qui ont des troubles psychiques importants, ils sont demandeurs d'exploration. Ils vont vous demander des colos, des échos, des scanners, mais ils ne seront pas rassurés par la normalité de ces examens complémentaires. Donc, au contraire, il faut prendre en charge le problème psychologique. Alors, voici un algorithme attendez, je vais essayer de mettre le pointeur laser, si j'arrive. Voilà. Donc, on était arrivé là tout à l'heure dans l'algorithme. Si on n'a pas de signe d'alarme, on peut évoquer le syndrome de l'intestin irritable, mais avant de le retenir, il faut faire des explorations limitées. Quelles sont les explorations à faire? On va faire une numération formule sanguine, une CRP, une calprotectine fécale et une sérologie cœliaque si vous êtes devant un patient qui fait un syndrome de l'intestin irritable à prédominance diarrhéique ou avec une alternance diarrhée-constipation. Si c'est juste de la constipation, vous faites juste la numération formule sanguine et la CRP. S'il n'y a pas d'anomalie identifiée, on est en droit d'évoquer le syndrome de l'intestin irritable et de le retenir, et on va évaluer
le sous-type de ce syndrome de l'intestin irritable. Donc, soit c'est constipation, diarrhée, mixte ou non classée. Ensuite, ce n'est pas fini. Une fois qu'on a retenu ce diagnostic, il faut aussi rechercher les manifestations extra-intestinales associées. Parce que les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ils ont aussi parfois d'autres troubles fonctionnels digestifs, par exemple comme un syndrome dyspeptique. Ils ont aussi parfois un RGO. Il faut rechercher aussi les signes les manifestations extra-digestives. Cette fameuse fibromyalgie, les migraines, les douleurs pelviennes chroniques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles urinaires, les troubles sexuels, tout ça, c'est important à rechercher parce qu'ils vont aggraver le syndrome de l'intestin irritable par l'addition de symptômes sévères qui vont retentir sur la qualité de vie des patients. Et souvent, on a aussi des manifestations psychiatriques. Les troubles les plus fréquents, ce sont les troubles anxio-dépressifs. Chez les patients qui consultent chez nous, gastro-entérologues, ils sont présents chez presque la moitié des patients. Et enfin, il faut rechercher l'altération de la qualité de vie. Il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que la qualité de vie des patients atteints de S2I était vraiment altérée, d'abord par rapport au sujet normal, mais aussi par rapport aux diabétiques, par rapport aux patients qui ont un reflux gastro-œsophagien et même par rapport aux patients qui ont un syndrome de l'intestin, une insuffisance rénale au stade terminal. Donc, c'est vous dire à quel point ça peut altérer la qualité de vie des patients. Alors, on revient à notre patiente. Donc, je vous rappelle qu'elle a 32 ans. Elle a un syndrome de l'intestin irritable dans sa forme constipée. Elle est extrêmement stressée. Quelle est, pour vous, la prise en charge de première intention? Qui va prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques, qui va rassurer la patiente et expliquer qu'il s'agit simplement d'un trouble fonctionnel, qui va prescrire des mesures hygiéno-diététiques, qui va donner des antispasmodiques et enfin qui va prescrire des laxatifs. Je vous écoute. Alors, on me dit BCDE, DE, CDE, CDE, BCDE, d'accord. OK. Donc, avant de répondre à ça, les buts du traitement, quand on traite un syndrome de l'intestin irritable, notre but, c'est quoi? C'est de soulager la douleur, de corriger les troubles du transit, d'améliorer le ballonnement, de traiter les autres symptômes s'ils sont associés, puis d'améliorer la qualité de vie. Donc, il s'agit d'un traitement qui est purement symptomatique. À ce jour, il n'y a aucun traitement curatif du syndrome de l'intestin irritable. Pourquoi? Pour la simple raison qu'à ce jour, on ne sait pas à quoi est due cette maladie. La physiopathologie, elle est encore mal élucidée. On sait bien sûr qu'il y a des troubles de la motricité. On sait aussi qu'il y a une hypersensibilité viscérale. On sait qu'il y a probablement un facteur déclenchant parce qu'on retrouve souvent dans l'histoire des syndromes de l'intestin irritable une infection gastro-intestinale. Il y a aussi une augmentation de la perméabilité intestinale qui est responsable d'une dysbiose, donc d'une altération du microbiote intestinal. Et tout ça, c'est à l'origine d'un état inflammatoire minime. Il y a des études aussi qui ont été faites aujourd'hui. Vous savez qu'on parle de l'axe cerveau-intestin et on sait que les patients qui ont un trouble de l'intestin irritable, ils ont des facteurs psychologiques à type de stress, de dépression qui sont importants et qui vont intervenir dans le déclenchement et dans l'accentuation de ces troubles que présente le patient. Et donc, en fait, tous ces mécanismes physiopathologiques peuvent être la cible d'un traitement. Donc, on a les antispasmodiques, on a pour traiter les troubles de la motricité et également les troubles de la sensibilité. On a aussi les laxatifs pour réguler le transit intestinal. Aussi, on a les ralentisseurs du transit. On a aussi, pour agir sur le microbiote,
les probiotiques, les antibiotiques, et puis on a aussi le traitement psychologique et les neuromodulateurs pour agir sur ces fameux axes intestin-cerveau. Mais ce qui prime avant toute chose, avant de se lancer dans des traitements, et c'est ça l'étape la plus importante, parce que c'est ça qui va vraiment conditionner l'évolution de la maladie. Il faut clairement expliquer au patient ce qui se passe. Donc, lui expliquer avec des schémas ce qu'il y a. Il faut aussi le rassurer. Comment est-ce que vous allez le rassurer? Vous allez d'abord lui expliquer que ce qu'il a, c'est quelque chose de très fréquent, qu'un malade sur 9, une personne sur 9 dans le monde a un syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent et c'est quelque chose de bénin. C'est une maladie fonctionnelle. Il faut aussi lui expliquer quelque chose de très important, c'est que c'est une évolution qui est chronique, qui va être faite de poussées entrecoupées de périodes de rémission, et ces poussées seront parfois déclenchées par soit l'alimentation, soit un événement stressant. Et c'est très important parce que vous savez que le syndrome de l'intestin irritable, c'est peut-être l'une des rares maladies où vous pouvez avoir un effet placebo qui est de 40%. Donc, c'est énorme. Rien qu'en ayant une bonne relation médecin-patient, vous pouvez guérir le malade. Après, il faut bien discuter avec le patient et établir un plan. Lui dire, qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, représente le symptôme le plus gênant? Est-ce que c'est la douleur? Est-ce que c'est la constipation? Est-ce que c'est le ballonnement? Est-ce que c'est la diarrhée? Et c'est le symptôme le plus gênant qui va représenter la cible thérapeutique. Après, la deuxième étape, c'est bien sûr les règles hygiéno-diététiques et l'hygiène de vie. Donc, on va commencer par des conseils alimentaires simples et on va prescrire une activité physique. Il faut savoir que les régimes alimentaires dans le syndrome de l'intestin irritable sont quelque chose qu'il faut connaître parce que plus de 80% des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ils vont rapporter leurs symptômes à certains aliments. La majorité de vos patients, la consultation, elle va se terminer, ils vont vous dire qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois éliminer. Donc, il faut commencer par des conseils simples. Donc, leur conseiller des repas réguliers, il faut manger lentement, bien mastiquer, il faut une hydratation suffisante, il faut éviter les plats très épicés, très gras, les aliments qui fermentent, comme les oignons, les artichauts, les choux, les choux-fleurs et tout ce qui est lentilles, petits pois, etc. Il faut aussi éviter les excès de caféine, l'alcool, les boissons gazeuses. Alors, vous avez dû le constater sur Internet, le régime sans gluten, il est très à la mode en ce moment, mais il faut savoir que ça n'a pas prouvé son efficacité dans le syndrome de l'intestin irritable. Il n'est pas recommandé de tester pour les allergies ou les intolérances alimentaires. Pour ce qui concerne le régime pauvre en FODMAP, alors FODMAP, c'est pour fermenticibles, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols. Donc, en fait, le régime pauvre en FODMAP consiste en quoi? Il consiste à éliminer tous les aliments fermenticibles. Donc, c'est un régime qui est assez difficile à faire parce que, comme vous le voyez sur la photo, déjà, il faut éliminer pas mal de choses. Comment est-ce qu'on fait en pratique? On doit éliminer tous ces aliments-là pendant un mois. Ensuite, pendant un autre mois, on va réintroduire aliment par aliment en faisant une enquête diététique et en demandant au patient alors est-ce que ça a provoqué des symptômes ou pas. Et la troisième étape, c'est au bout de 3 mois, on va ensuite lui donner un plan alimentaire. Donc, vous voyez bien que c'est un régime qui est extrêmement difficile à prescrire. Et si on doit le prescrire, il faut qu'il soit suivi par un diététicien. La bonne nouvelle, c'est que ça a été montré dans cette étude très récente, le régime méditerranéen a montré son efficacité, vous le voyez ici, il est plus efficace que le régime sans gluten, que le régime pauvre en FODMAP pour le traitement symptomatique du syndrome de l'intestin irritable. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comme je vous l'ai dit, déterminer le syndrome prédominant et déterminer aussi le sous-type de syndrome de l'intestin irritable.
Si le patient se plaint surtout d'une constipation, donc le traitement de première ligne est représenté par des fibres solubles, des laxatifs osmotiques à type de polyéthylène glycol. Si le patient se plaint plutôt d'une diarrhée, dans ce cas, on va prescrire des ralentisseurs du transit associés à des alginates, par exemple de la diosmectite. Si le patient, il se plaint plutôt de douleur abdominale avec un ballonnement abdominal, dans ce cas, on va prescrire des antispasmodiques. Et là, vous voyez, il y a plein d'antispasmodiques qui sont actuellement disponibles dans le commerce. Donc, vous avez le fluoroglucinol, la trimébutine, le chlorhydrate de mébévérine, le pinavérium bromure, et puis il y a aussi d'autres antispasmodiques qui sont en fait l'association d'un antispasmodique avec un topique, une alginate, par exemple le siméticone associé à l'alvérine citrate ou le fluoroglucinol associé à la diméthicone. Comment est-ce qu'on fait en pratique? On va prescrire donc ces médicaments à dose complète, à dose totale, donc 3 fois par jour pendant une semaine. Et quand on le fait, ben le patient va répondre dans 61% des cas. Si le patient, malgré les règles hygiéno-diététiques, malgré le traitement, il ne répond pas, là, on sera obligé de passer au traitement de deuxième ligne. Alors, il faut savoir que si c'est un patient qui se plaint de constipation, on peut être amené à prescrire des médicaments qui vont augmenter la sécrétion intestinale et qui vont augmenter la motilité intestinale. Si le patient se plaint plutôt de diarrhée, on va prescrire des antagonistes des 5-HT3. On peut prescrire de la rifaximine. La rifaximine, c'est un antibiotique qui n'est pas absorbé par le tube digestif, donc il va agir directement sur la flore bactérienne, microbienne, pardon. Il y a aussi les probiotiques. Et puis, si le patient se plaint plutôt de douleurs qui ne répondent pas aux antispasmodiques, on va prescrire des neuromodulateurs. Les plus prescrits, ce sont les antidépresseurs tricycliques, mais on peut aussi prescrire des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique? Il faut bien expliquer au patient, parce que dès que vous allez dire au patient, voilà, c'est des antidépresseurs, il va vous dire, moi, je ne suis pas fou, donc je ne vais pas prendre ces médicaments. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit que c'est plutôt des médicaments qui vont moduler l'axe intestin-cerveau. Les doses sont nettement inférieures à ce qu'on donne pour un syndrome dépressif. Donc, on commence en général par 5 à 10 mg par semaine et on va augmenter progressivement jusqu'à atteindre la dose minimale efficace. Et puis, vous le voyez ici, dans les 3 situations où on est en échec d'un traitement de première ligne, il y a le traitement psychologique. Alors, il faut savoir que le traitement psychologique est efficace dans le syndrome de l'intestin irritable. On peut faire de la psychothérapie, on peut faire de la thérapie comportementale, on peut faire des séances de relaxation, d'hypnose, mais les indications, elles sont quand même claires. Il faut que ce soit un patient qui a à l'évidence des troubles psychologiques importants, et c'est aussi des patients qui sont réfractaires aux médicaments habituels. Et il faut une condition, il faut que le patient adhère à cette démarche. Et il faut que vous ayez aussi un thérapeute sous la main. Donc, on revient à Essia. Qu'est-ce qu'on a fait chez elle? On a rassuré la patiente, on lui a expliqué que c'était un trouble fonctionnel. On a prescrit des mesures hygiéno-diététiques, on a donné des antispasmodiques et on a donné aussi des laxatifs. Alors, ça a permis une amélioration des symptômes et Essia nous a demandé comment allait évoluer sa maladie. Donc, qu'est-ce qu'on lui a expliqué? On lui a expliqué que sa maladie, elle allait évoluer en moyenne pendant 7 jours, qu'à court terme, elle allait avoir des poussées entrecoupées de périodes de rémission. À long terme, il faut savoir que plus de la moitié des patients restent symptomatiques, et ça, c'est important. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que imaginez que vous ne le disiez pas au patient. Hein, vous allez lui expliquer que c'est un trouble fréquent, que c'est un trouble fonctionnel, mais vous allez oublier de dire, attention, c'est quelque chose de chronique. Qu'est-ce qui va se passer? Le malade, il va consulter chez vous,
Vous allez donner des antispasmodiques, vous allez le soulager, il sera très bien pendant une semaine, voire un mois, mais la symptomatologie va revenir. Et après, il va dire, oui, mais je ne vais pas retourner, donc je vais aller changer de médecin et aller chez quelqu'un d'autre. C'est pour ça que justement, c'est important l'éducation thérapeutique du patient. Lui expliquer que c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui va évoluer par poussée entrecoupée de rémission, il faut savoir aussi que parfois, il y aura des syndromes de chevauchement avec un autre trouble fonctionnel digestif. Par exemple, le malade, au début, il va se plaindre d'un syndrome de l'intestin irritable. Et puis, dans un an, il va revenir pour un syndrome dyspeptique. Il avait de la diarrhée, ça va évoluer dans un an vers une constipation ou vers un syndrome de l'intestin irritable mixte. Donc, tout ça, c'est bien de l'expliquer aux patients. Alors, question que vous vous posez probablement, à quel moment est-ce que je vais me dire, c'est pas pour moi, je vais passer la main au gastro-entérologue? Eh bien, il faudra le faire à chaque fois que vous avez un doute diagnostique, chaque fois que vous avez des signes d'alarme, chaque fois que vous avez bien traité votre patient, mais que le malade il résiste au traitement. Il y a aussi un cas particulier à connaître. Imaginez un malade que vous suivez depuis des années, vous le gérez très bien avec des antispasmodiques, des règles hygiéno-diététiques. Et puis, un jour, il revient et puis il vous dit, voilà, il fait des troubles du transit. Il ne faut pas hésiter à chaque consultation à rechercher encore les signes d'alarme. Donc, si il y a l'apparition de signes d'alarme au cours du suivi, là, il faut explorer le patient, il faut l'adresser au gastro-entérologue. Et aussi, on va adresser le patient chez le gastro-entérologue chaque fois qu'il y a une altération majeure de la qualité de vie. Et donc, voici quelques messages clés pour la pratique. Et donc, ça sera ma dernière plaque. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est un syndrome donc diagnostic positif. Il faut rechercher activement les signes d'alarme. Il faut éviter la surmédicalisation, donc éviter de multiplier les examens complémentaires, de donner plein de traitements. L'écoute et l'explication rassurante, c'est la première arme thérapeutique, c'est 40% d'efficacité. Il faut une prise en charge progressive et individualisée, et puis il faut bien sûr éduquer et impliquer le patient. C'est essentiel au succès du traitement. Donc voilà, j'ai fini, et là je vous écoute. Quelles sont vos questions? Donc profitez. Alors je voudrais vous dire quand même que le syndrome de l'intestin irritable, vous allez en recevoir plein au cours de ce mois de Ramadan, surtout avec les régimes alimentaires qu'on a en algérien. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Règles hygiéno-diététiques antispasmodiques bien expliquées. Je pense que ça a été bien expliqué. Donc, vous voulez qu'on revienne sur la plaque? Ben, allez, je vais revenir dessus dans un petit moment. On va voir les autres questions. Et pour le stress, anxiolytique. Alors, les anxiolytiques, moi, je pense qu'il faut, avant de conclure que c'est juste le stress, il faut quand même commencer par un traitement médical, un antispasmodique. Et si ça ne marche pas et que vous voyez que votre patient, il a un problème psychologique, moi, en général, je les envoie chez un psychologue ou un psychiatre. Alors, traitement de deuxième ligne en cas de constipation, bon, je vous l'ai mis, c'est juste à titre, on va dire, de culture générale. Ce sont des médicaments qui n'existent pas chez nous. Donc, ce sont des médicaments qui agissent en augmentant la sécrétion d'eau au niveau intestinal et en augmentant le péristaltisme intestinal. Alors, concernant la douleur nocturne, est-ce qu'on élimine d'emblée le diagnostic d'intestin irritable aux urgences malgré la notion d'un repas épicé et copieux? Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque le patient il a des douleurs qui le réveillent la nuit, il faut penser à autre chose. Le syndrome de l'intestin irritable, la douleur du syndrome de l'intestin irritable, c'est une douleur qui ne réveille pas le patient la nuit. Maintenant, si c'est un patient qui a beaucoup mangé et qui s'est endormi rapidement, effectivement, vous pouvez penser à ça. Je pense que dans un premier temps, vous allez soulager le patient. Si c'est un repas copieux, et attention, il faut éliminer aussi le diagnostic de pancréatite aiguë. Imaginez un patient qui vient en urgence, il a des douleurs abdominales suite à un repas copieux.
il faut évoquer la douleur pancréatique, donc une douleur de siège épigastrique qui irradie dans le dos, qui est transfixiante, qui est calmée par la position penchée en avant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'interrogatoire et la sémiologie, elle est très, très importante. Est-ce qu'on peut donner du magnésium? Oui, 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 c'est parfait. Donner du magnésium, c'est très, très bien, surtout chez les patients, donc ça les calme. Ça a un effet sur la douleur et puis ça a aussi un effet sur la constipation puisque ça accélère le transit intestinal. La durée du traitement médicamenteux, en général, vous donnez un traitement à double dose pendant une semaine. Ensuite, il faut expliquer au patient, une fois la disparition des symptômes, il faut lui expliquer que c'est un traitement qui est à la demande. Donc, il a acheté sa boîte d'antispasmodique, il la garde sur lui. Vous lui dites, quand vous avez des douleurs, vous prenez vos comprimés pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce que ça disparaisse. Alors, en matière de terminologie, est-ce que vous pouvez… Alors, avant, je vous ai dit, on parlait de colopathie fonctionnelle, on parlait de côlon nerveux, on parlait de côlon irritable. Maintenant, on parle de syndrome de l'intestin irritable. Voilà, c'est tout. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler de la candidose intestinale? Alors, la candidose, ça veut dire que vous avez fait un examen des selles et que vous trouvez du candida albicans. C'est une flore qui est saprophyte. Donc, en général, si vous n'avez pas de malade, de diarrhée importante, il ne faut pas en tenir compte. Est-ce qu'on peut le voir chez les enfants? Oui, on peut le voir chez les enfants. S'il vous plaît, des exemples sur les médicaments neuromodulateurs et leur posologie. Alors, en général, on utilise l'amitriptyline. On va donner 5 mg le soir pendant une semaine. Ensuite, si ça ne donne pas, on va augmenter la dose. On augmente par palier de 5 mg par semaine jusqu'à atteindre, en général, on arrive jusqu'à 50 mg. Alors, là, on me dit l'intolérance, est-ce qu'on peut avoir une intolérance au gluten et le côlon irritable à la fois? Et dans ce cas, est-ce qu'il faut un double régime sans gluten et FODMAP? Alors, je voudrais retenir une chose, je voudrais vous préciser une chose. Si c'est un syndrome, il ne faut pas prescrire de régime pauvre en FODMAP. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un régime qui est extrêmement difficile à prescrire. Donc, il vaut mieux prescrire un régime méditerranéen. Maintenant, si le patient vous dit qu'il fait vraiment une intolérance au gluten, là, on ne parle pas de la maladie cœliaque, hein, d'accord? Parce que c'est autre chose. La maladie cœliaque, si votre patient il fait une diarrhée, ou il y a une alternance diarrhée-constipation, vous êtes obligé de lui faire une sérologie cœliaque à la recherche d'une maladie cœliaque. Autrement, ça reste les règles hygiénodiététiques dont je vous ai parlé. Est-ce qu'on peut donner des tisanes? Alors, attention aux tisanes en cas de constipation. La majorité des patients qui prennent des tisanes, ils vont les acheter chez l'herboriste, c'est souvent des tisanes à base de séné, donc snen el-meki. Au contraire, il faut bien expliquer à vos patients que ce sont des tisanes qu'il ne faut pas utiliser. Il faut rechercher ça à l'interrogatoire. Hein. Donc, leur dire, ce sont des laxatifs irritants qui sont formellement contre-indiqués. Par contre, on peut prendre de la verveine, on peut prendre des tisanes de menthe, des tisanes de graines de fenouil qui peuvent agir sur le ballonnement, de cumin. Alors, est-ce que le terme عندي الخلعة في كرشي entre dans le… Oui, parfois les patients, ils peuvent vous dire ça. Alors, concernant la phytothérapie, c'est ça, donc tisane qui diminue le ballonnement abdominal, donc graines de cumin, graines de fenouil, menthe. J'ai oublié de vous en parler, c'est quelque chose on n'a pas ça en pharmacie, mais la menthe poivrée. L'huile essentielle de menthe poivrée, ça donne très très bien dans le syndrome de l'intestin irritable parce que la menthe poivrée, elle a un effet antispasmodique. Je crois que ça n'existe pas en officine chez nous, mais ailleurs, ça se prescrit.
Quelle est la part de l'hérédité dans le syndrome de l'intestin irritable? Alors, on pense qu'il y a des facteurs génétiques, mais ils n'ont pas encore été bien individualisés. La durée du traitement, j'ai déjà répondu. Le type de probiotique qui a prouvé son efficacité, alors la réponse est claire, aucun. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun probiotique qui a prouvé son efficacité dans le syndrome de l'intestin irritable, à part peut-être pour en cas de diarrhée. En cas de diarrhée, on peut donner les Saccharomyces boulardii. Voilà. Le magnésium, j'ai déjà répondu. Phytothérapie, j'ai déjà répondu. On a remarqué l'augmentation du nombre du nœud du côlon à partir de 40 ans. Je ne sais pas, peut-être que vous partez de déoplasie. Alors, c'est vrai que je vous ai mis 50 ans, mais il est vrai qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que l'âge de survenue du cancer colorectal, eh bien, il y avait pas mal de cancers qui survenaient avant l'âge de 45 ans. Donc, moi, je dirais tout simplement que patients âgés de 40 ans, il vaut mieux explorer. Si on a des signes d'alarme, quelle exploration demander en premier lieu? Bien sûr, c'est la coloscopie, oui. Est-ce qu'on peut parler de troubles du transit héréditaire? Donc, je vous ai dit, oui, parfois, il y a des, comment on dit, euh, il y a des facteurs génétiques. Alors, oui, c'est vrai que ça existe en Tunisie. Mais il ne faut pas le prescrire n'importe comment. Il faut vraiment le prescrire. Par exemple, nous, en gastro, on le prescrit dans deux situations. Lorsqu'on a un patient, pour la rifaximine, hein, lorsqu'on a un patient qui a une encéphalopathie hépatique et dans les cas de diarrhée associée au syndrome de l'intestin irritable, c'est vrai que les études ont montré qu'il était extrêmement efficace. Après, pour la dose et la posologie, je vais vous mettre ça tout à l'heure en commentaire. S'il vous plaît, les différents laxatifs ne soulagent pas la constipation. C'est quoi la solution? Est-ce que la coloscopie, oui, bien sûr. Si, quand vous donnez un traitement symptomatique à base de laxatifs et que le patient continue d'être constipé, bien sûr qu'il faut explorer. Parmi les indications de l'exploration, c'est les patients qui ne répondent pas au traitement symptomatique. Est-ce qu'il existe chez les enfants? Ça y est. Rôle des prokinétiques. Alors, prokinétiques, on ne les a pas en Algérie. D'accord? Les prokinétiques type métoclopramide, domperidone ne sont pas très efficaces. Phytothérapie, ça y est. L'effet du jeûne durant le ramadan sur le S2I. Alors, en principe, si le patient il jeûne toute la journée et qu'au moment du ftour, il mange de manière raisonnable, il ne prend pas de boisson gazeuse, il prend un petit repas, donc pas des repas copieux. En principe, son syndrome de l'intestin irritable va s'améliorer. Mais vous le savez, on connaît les habitudes alimentaires des Algériens, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, je pense que ce n'est pas parfois le ramadan. Et on l'a constaté cette semaine, hein, on a eu beaucoup de patients qui sont venus consulter pour justement des troubles en rapport avec un syndrome de l'intestin irritable. Qu'en penser au SIBO? Alors, le SIBO, c'est la pullulation, le syndrome de pullulation microbienne. Et on y pense quand on a, par exemple, un diabétique ou bien quand on a une maladie neurologique. Donc, il y a un ralentissement du transit, une pullulation microbienne. Et donc, on va avoir effectivement une pullulation microbienne qui peut donc entraîner un ballonnement abdominal, voire une diarrhée. Il faut savoir que pour faire le diagnostic de SIBO, il faut un test respiratoire qui n'est pas, à ma connaissance, disponible chez nous. Et bon, on peut, si on a ces éléments-là, donc un contexte évocateur, on peut prescrire un traitement antibiotique pour voir comment le patient va répondre. Donc le régime, bon, j'ai déjà répondu. Qu'en est-il du traitement pour les enfants? Bon, moi en général, je ne traite pas les enfants, mais on peut prescrire des antispasmodiques, des alginates type diosméctite. Un enfant de 11 ans avec sel type 3, donc mixte, c'est ça. TSH normal, qu'est-ce qu'on peut demander?
il faut traiter de manière symptomatique. Et puis, attention, si vous avez de la diarrhée chez un enfant, méfiez-vous. Il y a des maladies inflammatoires chroniques intestinales qui surviennent chez l'enfant. Donc, quand vous avez comme ça de la diarrhée, il faut vraiment éliminer une maladie cœliaque, il faut faire une calprotectine fécale, il faut faire quand même une imagerie. Association des antispasmodiques, oui, très bien, effectivement. Quand vous prescrivez un antispasmodique mais qui ne donne pas de résultat, on est en droit de prescrire, de faire une association sans aucun problème. Alors, les probiotiques, je vous ai dit, c'est pas très efficace. Hein, donc, c'est très, très à la mode, mais il n'y a aucune étude qui a montré son efficacité dans le syndrome de l'intestin irritable. Quand peut-on dire que la maladie est contrôlée quand le malade eh bien, n'a plus de symptômes? Pour la constipation chez les sujets âgés, est-ce qu'on peut lui donner du ponctuel toujours comme traitement à vie? Surtout pas. Surtout pas. Le ponctuel, c'est quoi? C'est quelque chose qui contient du séné. Donc, c'est un laxatif irritant. Je sais qu'il est prescrit largement par les médecins généralistes. Je sais aussi que les patients se le procurent en officine sans ordonnance. Attention, c'est un laxatif qui est irritant et comme son nom l'indique, le traitement il doit être ponctuel, c'est-à-dire que vraiment vous allez le prescrire une fois de temps en temps, mais autrement il y a un risque d'accoutumance, il y a un risque d'irritation colique, il y a un risque aussi d'atonie. Alors, peut-on relier le syndrome de l'intestin irritable à la personnalité névrotique du patient sans pour autant minimiser le rôle et les liens des autres facteurs déclenchants? Oui, il y a souvent comme ça une personnalité. On a remarqué que les patients qui avaient un syndrome de l'intestin irritable, ou du moins ceux qui consultaient, en général, ils ont un problème psychologique. Oxyurose et syndrome du côlon irritable. Alors, en général, l'oxyurose, c'est le patient qui va se plaindre d'un ballonnement abdominal, de douleur abdominale, avec un symptôme qui est assez fréquent, qu'il faut rechercher à l'interrogatoire, c'est le prurit anal. Et donc, quand vous le suspectez, il faut faire un scotch test et une parasitologie des selles. S'il vous plaît, un mot sur le test de la calprotectine fécale. Alors, la calprotectine fécale, c'est une protéine de l'inflammation qui est spécifique au tube digestif. Contrairement à la donc vous ayez un panari ou un problème digestif, elle ne peut pas faire la part des choses. La CRP ne peut pas faire la part des choses. La calprotectine, par contre, elle est spécifique du tube digestif, donc elle sera augmentée lorsque vous avez, par exemple, une maladie inflammatoire chronique intestinale, lorsque vous avez aussi une infection intestinale, une néoplasie intestinale. Donc, il faut la demander avec l'arrière-pensée. Donc, je suis en train de rechercher une maladie de Crohn, par exemple. Alors, s'il vous plaît, le régime méditerranéen, ben, c'est le régime riche en fruits et légumes, où on enlève tous les légumes, tous les aliments transformés, où on prend de l'huile d'olive, peu de viande. Voilà le régime méditerranéen. Quelle est la durée des traitements antidépresseurs? Alors, la durée du traitement antidépresseur, c'est en général, on va prescrire ça pendant 3 mois. On va garder ça pendant 6 mois et puis après, on réévalue le patient et on peut diminuer les doses et voir les arrêter. Hélicobacter et S2I, il n'y a pas de relation. Tisane mélisse. Alors, la mélisse, c'est une tisane qui est surtout utilisée pour ses propriétés neuromodulatrices. Oui, pourquoi pas? On peut l'utiliser. La menthe poivrée بالعربية, bon, c'est nana. Nana, on peut nana, mais bon, le nom chimique exactement, je ne pourrais pas vous dire. Donc, vous pouvez regarder sur Internet et trouver le nom exact en arabe. Zatar, est-ce qu'on peut donner? Oui, c'est efficace. Pourquoi chez certains patients, les probiotiques aggravent les symptômes? Je vous ai dit que les probiotiques n'ont pas d'indication dans le syndrome de l'intestin irritable. Elles n'ont pas montré d'efficacité. Est-ce que le travail de nuit favorise ce syndrome? C'est possible. C'est possible parce que, en général, les gens qui travaillent la nuit, ils sont un peu déréglés question alimentation, ils prennent beaucoup de café, beaucoup d'excitants, et effectivement, ça peut agir.
L'huile essentielle, donc je vous ai dit, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est ce qui est efficace. La durée du traitement par l'opéramide. Alors en général, le lopéramide, on va le prescrire pendant une semaine. Voilà. Comment ne pas confondre le syndrome, le SIBO avec l'intestin irritable? C'est vrai que c'est assez difficile. Mais si vous avez par exemple un diabétique, un patient qui a une pathologie organique, pardon, neurologique, quelqu'un qui s'est fait opérer, qui a eu par exemple une intervention sur le tube digestif avec un syndrome de pullulation microbienne, dans ce cas, c'est surtout l'anamnèse qui va faire la part des choses. Est-ce que les massages sont bénéfiques? Bon, euh, on a remarqué que les cures thermales, avant, il y avait beaucoup de cures thermales pour le syndrome de l'intestin irritable. Effectivement, ça peut marcher. Que pouvez-vous dire sur le sulpiride qui est prescrit largement par les médecins à prise à vie comme anxiolytique? Est-ce qu'il a des effets secondaires, surtout pour les femmes? Alors, moi, je dirais qu'il ne faut pas prescrire au long cours. En général, on le prescrit vraiment lorsque vous avez des crises douloureuses, lorsque le sujet il est très, très symptomatique, il est très anxieux. Mais après, quand vous avez comme ça un patient, il ne faut pas hésiter à demander un avis au spécialiste. Donc, soit d'abord le psychologue et puis comment il s'appelle, le psychiatre. Tisane de camomille. La camomille, ça calme, effectivement. Ça peut être efficace. Homme de 56 ans, constipation chronique, coloscopie sans anomalie, on peut le rassurer. Oui, je pense que vous pouvez le rassurer, à condition que vous ayez fait une TSH. Vous êtes sûr qu'il n'a pas d'hypothyroïdie. L'amitriptyline lui-même provoque des constipations. Alors, quoi faire? C'est une très, très bonne question, effectivement. L'amitriptyline, ça peut donner des constipations. Euh, Moi, je ne veux pas que vous sortiez de cette FMC en vous disant syndrome de l'intestin irritable, je vais prescrire des neuromodulateurs. Non. Traitement de première ligne, c'est les règles hygiéno-diététiques, c'est les antispasmodiques, les laxatifs en cas de diarrhée. Si vous avez vraiment un patient qui a des troubles psychiques, moi je pense qu'il vaut mieux référer au spécialiste. Après, le spécialiste, effectivement, il ne va pas prescrire de la mitriptyline, il peut prescrire des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc tout ce qui est citalopram et je ne sais plus comment on appelle, le déroxate, j'ai oublié la DCI. La place de l'activité physique, très bonne question, c'est primordial. Donc il faut vraiment encourager l'activité physique, encourager les séances de relaxation, c'est très très important. Alors, que signifie l'acronyme IBS? C'est Irritable Bowel Syndrome. Alors, le Librax. Le Librax, c'est quoi? Le Librax, c'est une association entre un antispasmodique avec un anxiolytique. Un anxiolytique qui est un peu comme les benzodiazépines. Donc, attention, moi, je ne le prescris pas parce que vous avez des phénomènes d'accoutumance. Et c'est à peu près comme les… C'est vrai que ça donne de bons résultats. Si vous devez le prescrire, prescrivez-le vraiment en cure courte. C'est une semaine, pas plus. Autrement, vous risquez d'avoir des accoutumances. Un patient qui ne supporte pas les antibiotiques et a une diarrhée dès qu'il en prend. C'est dû à une dysbiose. Oui, parce qu'en fait, les antibiotiques, souvent, ils interfèrent donc avec le microbiote intestinal. Il y a même à un stade un peu plus élevé, vous avez la diarrhée post-antibiotique due au Clostridium difficile. Voilà, donc en général, nous, quand on a comme ça un patient qui fait de la diarrhée sous antibiotiques, vous pouvez arrêter les antibiotiques. Si la diarrhée persiste, il faut faire une recherche, une parasitologie des selles avec la recherche de GDH et de toxines A et B du Clostridium difficile. Voilà. Ensuite, relation entre antibiotiques et côlon irritable. En fait, quand je vous ai dit qu'il fallait rechercher dans les signes d'alarme la prise de médicaments, il y a des médicaments qui peuvent provoquer ce qu'on appelle une colite microscopique. Donc, c'est pour ça que c'est important. Quand le patient vous dit, par exemple, je prends tel médicament, vous regardez sur Internet et vous regardez est-ce que ce médicament peut être responsable de diarrhée, peut être responsable d'une colite microscopique. Ensuite, un enfant, celle type 2, malgré un bon régime, défécation un jour sur deux, TSH normal,
Qu'est-ce qu'on peut demander? Bon, un jour sur deux, on peut tolérer, hein. On parle de constipation à partir de un jour sur trois, hein. Intolérance au lactose, effectivement, il y a des patients qui ont comme ça une intolérance au lactose. Euh, il n'est pas recommandé de rechercher, de tester pour ces intolérances. Mais par exemple, si vous avez comme ça un patient qui vous dit, voilà, dès que je prends du lait, j'ai un ballonnement, je fais de la diarrhée, il faut lui demander de diminuer sa consommation en produits laitiers. Et si les symptômes persistent, eh bien, il faut, parce qu'à partir d'un certain seuil, il y a une tolérance. À partir de un verre de lait, c'est tolérable par l'organisme. Au-delà, chez les patients qui ont une intolérance au lactose, ben, il faut leur conseiller de ne pas prendre de lactose. Donc, il y a quelqu'un qui nous a répondu. Merci beaucoup. Donc, النعناع المدبب. Où est-ce qu'on peut trouver l'enregistrement de cette séance? Il faut demander à Madame Amroun. Les compléments alimentaires et côlon irritable, franchement, il faut faire attention parce qu'ils vendent un peu tout et n'importe quoi chez les arboristes. Donc, il faut bien lire les notices et voir de quoi c'est fait. Vitamine D, S2I, il n'y a pas de relation pour le moment. L'eau pétillante est contre-indiquée, sachant que c'est riche en bicarbonate et ça aide pour certains troubles digestifs. Oui, l'eau pétillante, ça aide parfois dans les histoires de constipation, dans les troubles dyspeptiques. Vous pouvez le conseiller au patient, mais si le patient il se plaint surtout beaucoup de ballonnement abdominal, de douleur abdominale, il ne faut pas rajouter de l'eau pétillante. Quand demander l'hémoculte, s'il vous plaît, alors l'hémoculte, je pense qu'il faut le demander chez tous les sujets de plus de 45 ans, en l'absence de signes d'alarme. Si vous avez des signes d'alarme, il faut aller explorer. L'eau et le syndrome de l'intestin irritable, il faut encourager justement une hydratation importante. Ça améliore les symptômes. Comment soulager une diarrhée chronique dans le S2I? Alors attention, si vous avez un S2I, il faut forme diarrhéique, je vous l'ai dit, il faut faire la calprotectine fécale, il faut faire la sérologie cœliaque. Vous donnez dans un premier temps un traitement symptomatique, type lopéramide, pendant une semaine. Si ça ne donne pas, vous êtes obligé d'explorer le patient, donc obligé de faire une coloscopie, voire une exploration du grêle. Riabal et syndrome de l'intestin irritable, oui, c'est efficace. Ça donne de bons résultats. Enregistrement, je dois quitter maintenant. Bonne journée. Bon. Antibiotique peut provoquer la diarrhée fausse membrane. Effectivement, c'est la diarrhée au Clostridium difficile. Le basilic, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. On peut voir. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner l'ordonnance d'un patient avec S2I confirmé? Ça dépend, comme je vous l'ai dit. Est-ce que c'est la forme diarrhéique? Attendez, je vais vous le remettre sur le. Je vais vous remettre le. Voilà. Attendez. Voilà pour la personne qui avait demandé les antispasmodiques. Donc, voilà les posologies. Après, vous choisissez celui que vous voulez, hein. D'accord? Il n'y a pas de. Vous prenez celui que vous avez l'habitude de prescrire. Et pour le charbon activé, quand vous avez un ballonnement abdominal, c'est efficace. Alors, comment il faut pour dépister le cancer du côlon? On fait un test immunologique fécal, effectivement. Alors, quelle est la signification de la palpation des battements de l'aorte abdominale en palpant l'hypogastre? Eh ben, c'est ce que je dis à mes patients. Si vous avez ce battement-là, ça veut dire que vous êtes vivant. Il faut les rassurer, lui dire c'est tout à fait normal. Voilà, donc merci à vous, merci à Madame Amroun. Donc, je ne sais pas si vous êtes là. Ah, transplantation du microbiote fécal et S2I. Pour le moment, ça n'a pas montré son efficacité. Les études, elles sont encore en cours. Voilà. Eh bien, de rien à tous. Alors, flatulence, trop de gaz, antécédents familiaux de néocoliques, vous faites une colo, hein. Je vous ai dit, chaque fois que vous avez, je vais vous remettre la plaque des signes d'alarme.
Chaque fois que vous avez des signes d'alarme, il ne faut pas dire que c'est fonctionnel. Il faut explorer votre patient. Donc, si vous avez des antécédents de néocolique, vous êtes obligé d'explorer le patient. Voilà, je pense qu'on a répondu à tout. Alors, pour le dépistage du cancer du côlon, il y a deux attitudes possibles. On ne parle pas du syndrome de l'intestin irritable, hein. On parle d'un sujet de plus de 45 ans qui n'a aucun facteur de risque, qui n'a aucun signe clinique, qui n'a pas d'antécédents familiaux de cancer colique et chez qui vous voulez faire un dépistage. Vous avez le choix entre deux modalités. Soit vous faites un test immunologique fécal, et si on vous répond qu'il y a du sang dans les selles, vous complétez par une coloscopie. Et il y a aussi la possibilité d'aller directement sur une coloscopie totale. Voilà, je pense qu'on a fini. Madame Amroun, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je suis là, Voilà, professeur. donc je vous remercie. Je remercie tous les participants. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. Je pense qu'on a fini. Eh ben, c'est bien, merci. Donc, à mon tour, je vous remercie, professeur. Je remercie l'ensemble des candidats d'être restés aussi, d'avoir suivi cette formation avec assiduité. Et moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et je vais essayer d'exécuter ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Merci beaucoup et au plaisir. Je Merci. vous en prie. Je vous en Allez, prie. au revoir et Merci. Au bonne revoir. journée. Merci, au revoir. Merci.